Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Le président américain Barack Obama a annoncé la nomination comme secrétaire à la défense Ashton Carter, ancien numéro 2 du Pentagone. Sur fond de tensions en Ukraine et autour de la non-livraison des Mistral, le président François Hollande a rencontré de façon impromptue son homologue russe. Un grand jury américain a décidé de ne pas inculper un policier blanc impliqué dans le décès d'un homme noir lors d'une interpellation le 17 juillet. Après le procès de Ferguson, cette deuxième non-inculpation a provoqué des manifestations un peu partout aux États-Unis. Après le Parlement britannique, les députés français ont adopté à 339 voix pour et 151 contre une résolution appelant le gouvernement à reconnaître la Palestine. Bonjour Elie Barnavi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Historien, ancien ambassadeur d'Israël. D'abord, avant d'entrer dans le débat de la semaine, quel titre de l'actualité vous a le plus marqué? Sans doute la chute du gouvernement. Pour nous, c'est le plus important. La chute du gouvernement israélien. Bien sûr. Alors justement, c'est le débat de la semaine. Vous qui voyagez beaucoup, qui avez beaucoup de contacts notamment avec l'Union européenne, comment est-ce que sont perçues ces élections à l'étranger? D'abord sans surprise, c'est-à-dire les gens avertis savaient que ce gouvernement était à bout de souffle. Et je dois le dire avec un petit espoir que quelque chose pourra changer politiquement dans ce pays. Les gens avec qui je parle ne cachent pas ni en privé ni publiquement leur très vif déplaisir du gouvernement tel qu'il est aujourd'hui à Jérusalem et leur espoir d'un changement. Voilà en gros ce que l'on peut dire sur la manière dont cette affaire-là est perçue à Bruxelles et à Paris et ailleurs. Alors, voilà pour le côté européen. Maintenant, le côté américain, on a beaucoup reproché, au moment des élections présidentielles américaines, aussi un peu des midterms, que Netanyahou s'immisçait dans les élections américaines en faveur du parti républicain. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose, une ingérence américaine de la part de Barack Obama dans les élections israéliennes contre Netanyahou? C'est possible? De manière évidemment discrète. Elle sera plus subtile. Enfin, c'est qu'on reproche à Netanyahou. C'était pas subtil du tout. C'est pas tellement de s'immiscer dans les élections américaines. Ça, tout le monde fait cela. Je me souviens que c'était une tradition pour tous les dirigeants de l'international socialiste de se précipiter, par exemple à Paris, pendant les élections pour exprimer leur support très ouvertement pour le candidat socialiste. Donc entre partis frères, entre guillemets. Entre partis frères. Donc le problème n'est pas là, c'est d'abord ce que Netanyahou a fait, c'est la manière dont il a fait, c'est-à-dire de manière vraiment très brutale qui a beaucoup choqué les Américains, surtout l'administration démocrate, en essayant d'agiter des forces républicaines au Congrès, les Juifs américains. Et puis, ce qu'on lui reprochait aussi, c'est un défaut de lecture, lui qui se prend pour un grand spécialiste de la scène politique américaine, avoir été incapable de comprendre ce que beaucoup parmi nous avaient compris. Les chances d'Obama étaient excellentes et qu'il allait emporter ces élections. Mais là, concrètement, ce dont on parle, ce sont par exemple des sanctions. Les départements d'État avaient dit on va mettre des sanctions à Jérusalem si les constructions continuent. Est-ce que ce genre de propos pourrait influencer sur le scrutin? Comment est-ce que la population israélienne pourrait réagir à ça? Donc les Américains parlent effectivement de nouveaux trains de sanctions, de rendre le déplaisir américain face à la poursuite de la colonisation plus visible par une série de mesures, peut-être même en ne mettant plus le veto aux résolutions au Conseil de sécurité, ce qui serait effectivement une grande première, un véritable choc ici. Et le débat qui est en train de se conduire aux États-Unis, au sein de l'administration et au département d'État, c'est précisément de savoir quel serait l'impact d'un train de mesures pareilles sur l'opinion israélienne. En quelle mesure est-ce que ça ne va pas aider? Alors justement, comment l'opinion publique va réagir? Ça veut dire qu'il pourrait dire Netanyahou nous a mis dans l'impasse, il faut aller avec les travaillistes, ou à l'inverse, le monde entier contre nous, il faut soutenir le Premier ministre. Écoutez, c'est la question à laquelle il n'y a pas de réponse claire. Mon avis personnel, c'est qu'un peu de pression est contre-productif du point de vue américain. Et risque de braquer les Israéliens, beaucoup de pression peut avoir l'effet contraire.
d'après mon expérience, les Israéliens sont prêts à tout pardonner à un gouvernement, sauf de les couper des États-Unis. Rappelez-vous du sort de Shamir comme Premier ministre. En fait, il a perdu les élections parce qu'il s'est coupé des Américains. Et donc, dans une perspective de franche pression et d'une franche confrontation, je crois que Netanyahou serait perdant. Dans une perspective de pic et d'agacement, je pense qu'il risque au contraire d'être gagnant. Et c'est précisément le débat, nous le savons, qui agite en ce moment l'administration américaine. Une dernière question en quelques mots. Vous pariez la victoire sur qui aux élections? Je vais vous poser la question toutes les semaines, quasiment, jusqu'à... Cela fait longtemps que je ne parie plus sur le résultat des élections, quel qu'il soit. En revanche, je suis prêt à vous dire que les chances des uns et des autres sont à peu près les mêmes. Pour la première fois, de manière aussi évidente, il y a pour Netanyahou un danger pressant, et c'est pour cela qu'il fait des pieds et des mains pour essayer de bloquer le processus qu'il a lui-même mis en branle. Et il y a un danger évident et pressant pour lui de perdre ces élections, ou du moins de ne pas être l'homme que le président, dont on connaît les sentiments, appellera pour former la prochaine équipe gouvernementale. Merci beaucoup, Eli Barnevé. Restez avec nous, on va parler à présent de sécurité internationale. L'homme qui va nous rejoindre à présent va nous aider à faire le bilan de l'année 2014. Il a été le conseiller national à la sécurité du président Reagan aux États-Unis. Il a été mêlé à l'un des plus grands scandales de l'histoire des États-Unis, mêlant des ventes illégales d'armes à l'Iran. Mais il a été aussi le représentant du président américain au Moyen-Orient en charge des négociations israélo-arabes. Bref, j'ai l'honneur d'accueillir un homme qui connaît la région. Bonjour Robert McFarlane, merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Lorsque vous regardez la politique américaine au Moyen-Orient, avec notamment la montée de Daesh, qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Eh bien, je pense que si nous avions mieux planifié les choses il y a 5 ou 10 ans, nous aurions vu tout cela arriver. L'islam radical était en hausse depuis les attaques au Liban en 1993. Donc c'est très important de planifier en avance. On ne peut jamais savoir exactement ce qu'il va se passer, mais ça nous permet de mettre en place des moyens de dissuasion ou des alliances internationales pour mieux contrer la menace. L'administration Obama et plus particulièrement le secrétaire d'État Kerry ont échoué dans le processus de paix israélo-palestinien. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je crois qu'il y a eu un manque de réalisme concernant la partie palestinienne. Après tout, vous ne pouvez pas vraiment croire que vous allez avoir des négociations sérieuses alors que l'une des parties, la partie palestinienne, est aussi divisée. Le fait que le Hamas, par exemple, refuse catégoriquement de reconnaître la légitimité de l'État d'Israël met en question la faisabilité de tous ces efforts diplomatiques et l'efficacité de risquer notre réputation. Lorsque vous étiez en poste, vous avez été mêlé à un scandale autour de l'Iran. Quel est votre point de vue aujourd'hui sur la République islamique? Je pense qu'en Iran, vous avez encore une société de révolutionnaires de première génération. Si vous regardez partout dans le monde, de Mao à Ho Chi Minh, à Castro, à Lénine, eh bien vous voyez que les révolutionnaires de première génération ne changent pas beaucoup. Donc je ne m'attends pas à une percée incroyable de l'Iran avec le leadership de l'ayatollah Khamenei. Je pense que même s'il y a des espoirs que la présidence de Rouhani puisse apporter un certain changement, eh bien j'ai bien peur que même s'il parvenait à un accord sur le nucléaire, il n'arriverait pas à le vendre au leader suprême, Khamenei. Lorsque vous étiez en fonction, vous avez également été témoin de la fin de la guerre froide. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'elle est presque de retour aujourd'hui? Eh bien, je pense que les éléments de la différence inconciliable entre les États-Unis et la Russie sont toujours présents. L'ambition impériale du côté russe est intolérable. Il doit y avoir une reconnaissance de la souveraineté et de l'autorité territoriale des pays voisins, et cette agression contre des pays souverains est intolérable. Robert McFarlane, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Toujours un plaisir. Eli, est-ce que vous partagez son analyse, notamment sur l'échec de John Kerry au Moyen-Orient, dans le processus de paix israélo-palestinien? Non, pas vraiment. L'échec ne vient pas
d'une mauvaise lecture de la réalité palestinienne. Ça, Michael, il le savait très bien. L'échec vient du fait qu'il a recommencé la même danse diplomatique sans rien changer depuis le temps du président Clinton. La méthode était mauvaise. Et la seule méthode efficace devrait être celle qui mettrait un plan américain sur la table et demanderait aux partis de s'y conformer. Le problème n'est pas du tout, évidemment, la partie palestinienne est ce qu'elle est, la nôtre est ce qu'elle est. Ce sont des partenaires faibles politiquement, pour chacun pour des raisons qui lui sont propres. Et donc le seul moyen de le faire, c'est que les Américains prennent le taureau par les cornes et imposent un plan de paix américain. Vous le savez, puisque nous avons eu déjà l'occasion de le dire ici maintes fois, la paix dans cette région, un semblant de paix dans cette région, en tout cas la fin des armes, ne viendra que lorsque la solution sera imposée de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement dans le monde aujourd'hui, dans une situation où la guerre ne se termine pas par une victoire nette sur le terrain. Le seul moyen d'y mettre fin, c'est par la soi-disant communauté internationale, autrement dit par les Américains. Et ils finiront bien par s'y résoudre, sinon nous en prenons pour encore une génération. Merci beaucoup, Eli Bar-Navi, d'avoir été avec nous et de vos explications. On vous retrouve dans 2 semaines sur notre plateau, après quelques jours d'absence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Je Eli. vous en prie. Nous sommes pile entre Thanksgiving et Noël, une période qui, un peu partout dans le monde, pousse les gens à faire des dons, et c'est surtout vrai aux États-Unis. C'est là-bas que nous nous rendons à présent pour parler d'une start-up israélienne à New York qui a changé la manière de faire des dons sur Internet. Bonjour Arnaud Shafir. Bonjour, merci de me recevoir. Présentez-nous tout d'abord votre start-up. Give Together est une start-up qui est née pour permettre à des organisations charitables de rassembler plus de dons plus rapidement. L'idée du crowdfunding fait peut-être les grands titres aujourd'hui, mais elle a commencé chez nous il y a 7 ans. Nous avons pris une étude qui a été faite ici à l'Université de New York et nous avons embauché des chercheurs de l'Université de Berkeley en Californie. En fait, nous avons rassemblé une décennie d'études au sujet de la philanthropie et ce qui pousse les gens à devenir philanthropes. Et nous avons utilisé tout ça pour créer une plateforme qui aide aujourd'hui de nombreuses ONG à attirer plus de dons plus rapidement. Parler du financement, du succès du financement participatif, du crowdfunding. Comment est-ce que vous expliquez ce succès ? אני חושב שזה שילוב של מספר גורמים. קראודפנדינג התחיל בתור תופעה למעשה במרוץ הנשיאותי. Je pense que c'est un mélange de plusieurs facteurs. Le phénomène du crowdfunding a en réalité commencé pendant la campagne présidentielle, lorsque Barack Obama a montré au monde entier comment beaucoup de petits dons peuvent mener à une forme de révolution. Et bien sûr, les ONG ont mis du temps à apprivoiser ce concept, mais beaucoup d'organisations aujourd'hui voient que 5 ou 10% de leurs revenus viennent d'Internet. C'est là où nous, la jeune génération, passons du temps. Faisons nos courses, partageons des choses sur les réseaux sociaux. Il y a eu donc un passage des dons de charité du monde offline au monde online. C'est comme ça qu'est née l'idée du crowdfunding pour les ONG. Alors revenons à votre start-up, ou plutôt votre entreprise, c'est déjà une entreprise. Expliquez-nous quelques-unes de vos campagnes. Oui, il faut vraiment donner tout le crédit aux ONG. Il y a de tout, des petites organisations comme Save a Child's Heart ou des plus grandes comme Or Shalom en Israël qui a déjà réussi à attirer plus d'1/4 de million de dollars. Ou bien aussi l'université de Brandeis ou l'université du Niagara. Les sommes varient entre des dizaines et des centaines de milliers de dollars.
הסכומים נעים בין עשרות אלפי דולרים למאות Ce qui est important, c'est que ce sont des organisations qui utilisent notre plateforme et qui arrivent à accumuler plus de dons qu'elles n'auraient pu par des moyens conventionnels, qui sont plus compliqués et qui prennent plus de temps. Aujourd'hui, grâce à Give Together, une organisation peut attirer des dons en un temps record, entre 15 secondes et quelques heures, voire quelques jours, pour lancer une nouvelle campagne de crowdfunding, alors qu'avant il s'agissait de quelques mois. Merci beaucoup, Arnon Shafir, fondateur de Give Together depuis New York. Avec plaisir. Et c'était le monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.